la Chine souhaitait avoir sa propre station sur orbite basse avec deux objectifs. D'une part, maîtriser en fait toutes les technologies du vol spatial habité, puis préparer les étapes suivantes. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat. Alors ça va être un épisode d'été et pour cet épisode, j'avais envie qu'on prenne un peu de recul et qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans d'autres parties du monde au niveau du secteur spatial. Et pour ça, quoi de mieux que d'inviter celui qui fut le premier invité du podcast de Space Avocat, et c'est vous, Philippe Coué. Philippe, un grand merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation et bienvenue à nouveau au podcast de Space Avocat. Bonjour en fait à tous les auditeurs et spectateurs. Effectivement, c'est ma deuxième intervention en fait chez vous. Donc j'ai inauguré en fait la partie audio. Maintenant, je teste la partie vidéo et j'espère que je vais pouvoir répondre à toutes les questions que vous me poserez. J'espère pouvoir avoir les réponses. C'est pas évident avec la Chine, mais on va essayer de le faire. Écoutez, j'en ai aucun doute. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, vous avez parlé de la Chine. Alors effectivement, on va parler de ce sujet-là parce que c'est quelque chose de grand intérêt et on a peu d'informations. Et ça tombe bien, vous êtes un spécialiste du sujet. Avant de rentrer dans les questions plus techniques, une tradition. Alors bien évidemment, vous êtes déjà soumis à l'exercice, mais c'est pas plus mal de répéter ça. Quel est votre parcours, quelle est votre carrière et quelles sont vos activités dans le secteur spatial à titre spécifique? Alors, écoutez, je travaille dans une grande société aérospatiale, dans le secteur spatial d'ailleurs depuis plus de 30 ans. Donc ça commence à faire. Mais c'est le spatial aussi dans le domaine privé, si je puis dire, puisque en dehors de la vie professionnelle, j'ai développé certains intérêts, certaines compétences pour dans d'autres domaines spatiaux, ce qu'on ne fait pas en fait dans la vie professionnelle, et en particulier, évidemment, vous connaissez, et c'est pour ça que vous m'invitez, la Chine. Donc c'est un intérêt très ancien qui m'a permis en fait d'écrire depuis près d'un quart de siècle déjà sur cette question et d'approfondir depuis tous les aspects en fait de ce programme qui est longtemps resté plutôt mystérieux, même si aujourd'hui il s'ouvre de plus en plus. La Chine, vous l'avez dit, c'est un programme qui est assez mystérieux et pourtant si important parce qu'il y a quand même une très grande activité dans cette puissance mondiale désormais. On en avait parlé d'ailleurs, on s'est rencontrés sur plusieurs salons, notamment aux assises du New Space, et on se répète à chaque fois qu'on se voit un peu cette litanie il faudrait vraiment qu'on parle du sujet de la Chine parce que c'est potentiellement un compétiteur. Il y a une très grande activité spatiale et surtout on en parle très peu, on a très peu d'informations et ça motive justement cet épisode particulier. De manière large, comment est-ce qu'on pourrait définir l'industrie spatiale chinoise? Est-ce que ça ressemble à ce qu'on trouve à l'Ouest, donc en Europe, aux États-Unis? Est-ce qu'il y a un New Space chinois? Est-ce qu'au contraire, ce sont des grandes industries très concentrées de manière verticale? Comment est-ce qu'on peut appréhender dans les larges lignes le programme spatial chinois? Alors, pour revenir à ce que vous disiez en fait au départ, j'ai commencé à m'intéresser à la Chine quand c'était une puissance émergente. Quand on considérait la Chine comme un pays dit sous-développé il y a 40-50 ans. Et ce n'est plus du tout le cas, évidemment, puisque on peut considérer à juste titre que la Chine est maintenant la seconde puissance spatiale de la planète. Et donc, effectivement, ce qui définit une puissance spatiale, c'est d'abord la possibilité de lancer par ses propres moyens des satellites. Donc la Chine, en fait, a commencé cette activité dès 1970 avec le lancement d'un premier satellite. Alors pendant très longtemps, on a été à une moyenne de 3-4 lancements par an, et puis progressivement, à partir des années 2000, eh bien, on est passé de 10, puis 15, et puis l'année dernière à 50 lancements. Cette année,
On en annonce 70. Hein, c'est une annonce qui a été faite il y a quelques jours. Donc, on voit bien, en fait, la progression dans le domaine du transport spatial, elle est considérable. Mais encore très, très largement dominée par les acteurs traditionnels, en particulier, je pense à l'Académie chinoise des lanceurs, de la technologie des lanceurs, la CALT, qui fabrique la plupart en fait des fusées qu'on connaît sous les dénominations de longue marche. Cela dit, il y a une volonté du gouvernement chinois depuis 2014 que des sociétés privées, entre guillemets, avec la Chine, le qualificatif de privé est un peu particulier, mais bon, il y a quand même la volonté que des systèmes de lancement émergent dans le domaine commercial et ce qui est en train de se passer. On a pu remarquer, par exemple, au Salon du Bourget, la présence, en fait, par exemple, d'une filiale de l'Académie des sciences, la CAS, qui présentait ses petits lanceurs. Mais je dois dire que ça fait 5-6 ans que l'on voit régulièrement dans les salons maintenant des sociétés comme Galactic Energy, comme d'autres, qui présentent leurs projets. Alors, pour le moment, le succès est mitigé. Ces sociétés ne réussissent pas toutes, et on constate que, en général, ce sont les filiales des grands groupes traditionnels qui atteignent et qui ont des succès. Et puis, il faut pas oublier que quand on fait un lancement en Chine, quoi qu'il arrive, on dépend de l'État et puis du contrôle de l'armée populaire de libération. Donc, c'est un new space qui existe dans le domaine des lanceurs, mais qui est très sous contrôle tout de même. Donc il y a un contrôle étatique. J'ai presque envie de dire que la notion de double usage est vraiment assumée parce que c'est étatique et aussi militaire. Il y a quelque chose de. Vous avez De toute évoqué manière, l'armée. le programme spatial très longtemps était contrôlé par la COSTIN, la SASTIN, etc., qui sont des émanations en fait de l'armée chinoise. Et on a encore une présence importante en fait de l'armée pour la gestion des programmes et pour les opérations. Et le New Space chinois n'échappe pas en fait à cet écosystème, si je puis dire, des lanceurs chinois. Quelles sont les grandes zones à l'intérieur de la Chine où on fait du spatial? Est-ce qu'il y a un peu comme en France un Toulouse chinois? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un Kourou Alors chinois? non, c'est compliqué. En réalité, le tissu industriel est très étendu, complexe. Alors il y a en fait, on trouve des grands acteurs traditionnels, hein, des acteurs qui fonctionnent pour l'État et avec l'État, et je pense à ce qu'on appelle les académies, qu'on nomme faussement académies, parce en fait, ce sont des consortiums industriels, et je pense en fait à la Casque et puis son concurrent plutôt militaire, la CASIC. Hein. La Casque a fait tout le spatial chinois depuis 60 ans, avec la CALT, dont je parlais tout à l'heure, mais aussi avec la CAS. La CAS, c'est l'Académie donc des technologies spatiales, celle qui fait la plupart des véhicules spatiaux en Chine, mais il y a aussi la SAST à Shanghai. Donc les pôles, je dirais que c'est Pékin, Shanghai, Xi'an, dans le centre de la Chine, et puis bien sûr Tianjin, qui est proche de la mer et pas très loin de Pékin. Donc là, c'est les zones qui sont bien identifiées. Mais en réalité, quand on commence à s'intéresser dans le détail aux différentes institutions et entreprises, on en trouve absolument partout en Chine. Mais les entreprises les plus importantes sont dans les villes que je viens de citer, surtout Pékin et Shanghai, et maintenant Tianjin. Ouais, une industrie qui est vraiment entre le civil et le militaire et qui est très diffusée dans un tissu industriel qui lui-même est quand même très dense en Chine et très diffusé aussi spatialement. Oui, et on peut parler surtout de dualité, quoi. Mm. Quand on a, alors c'est peut-être moins vrai avec les projets du New Space hein, en Chine, mais jusqu'à présent, moi je considère que la plupart des véhicules spatiaux créés par les grandes académies avaient toutes des finalités duales, donc c'est-à-dire à la fois utilisables par les civils, mais aussi par les militaires. Et les grandes bases de lancement sont situées plutôt dans quelle zone?
Eh bien, la base historique est dans le désert de Gobi, donc au nord-ouest de la Chine, c'est Jushan. Et puis ensuite, il y a eu la création de Zishan, qui en réalité avait été créée pour le vol habité à la fin des années 60. Et le projet Shuang a été abandonné, donc elle a été reconvertie dès le milieu des années 70 pour le projet de lancement de satellites géostationnaires. Et Xichang, très longtemps, a été la base de lancement des satellites d'application et surtout du géostationnaire. Et puis ensuite est apparue, je crois, vers 84, une autre base, alors plus au nord de Xichang et plus à l'est, qui est Taïwan. Et puis, il faut surtout parler de Wenchang, hein, qui est sur l'île de Hainan et qui a été créé plutôt pour les lanceurs lourds CZ5 et maintenant on y voit d'autres lanceurs apparaître euh, pour assurer les lancements du CZ7 par exemple et d'autres lanceurs comme CZ8 qui vont arriver très très bientôt. Donc c'est considérable. Hein. En Inde par exemple, on n'a une seule base de lancement. En Chine, il y en a quatre. Il y en a quatre, et puis on voit apparaître pour les besoins du New Space euh, le, le, le projet de faire de nouvelles bases. Mais pas seulement en Chine. Il y a des choses qui ont émergé, qui pourraient être réalisées du côté de Djibouti, etc. Alors bon, j'attends de voir, hein, parce que Un peu critique comme faire des région. bases en offshore ou à l'extérieur de la Chine, ça va être peut-être un peu plus compliqué, mais on voit bien qu'il y a déjà 4 cosmodromes en fait opérationnels en Chine. Et au vu en fait de la fréquence des lancements, vous imaginez que ces cosmodromes sont très très comment dire Sollicité. occupés. Et donc il faut pas perdre de vue cet aspect-là aussi qui montre maintenant la puissance qu'est devenue la Chine spatiale. Oui, une vraie puissance spatiale avec un historique, parce que vous évoquiez quand même les années Avec 60 un historique. pour les premières tentatives. Ça vient d'où? Est-ce que c'est parallèle avec ce que faisait à l'époque l'allié soviétique? C'est une volonté au contraire de s'émanciper? C'est né d'une Alors volonté. il y a de toute manière une volonté qui date de Mao, hein, qui était de s'émanciper complètement des puissances, hein, pour tout réaliser par soi-même. Ça c'était quelque chose qui était une sorte de doctrine, hein, de développement de l'astronautique. Et dès 1965, hein, lorsque le programme spatial est vraiment lancé, la Chine imagine tout faire. Alors, on n'aurait pas les moyens techniques et financiers, bien sûr, et puis on arrive dans le période de la révolution culturelle. Euh, mais dès cette période, la Chine envisageait de faire des satellites de télécommunications, avait un projet de satellite de navigation, des projets de satellites militaires même offensifs. C'était absolument incroyable, sauf que, eh bien, le contexte politique, évidemment, n'a pas permis de réaliser tout ça. Mais il y a un certain nombre d'objectifs qui avaient été définis dans les années 60 et qui seront réétudiés, réévalués au milieu des années 80, en particulier dans le cadre d'un programme gigantesque qui est le projet 863, qui est une sorte d'Eureka. C'était pour les Chinois avaient très peur en fait d'être totalement dépassés par la guerre des étoiles et ont décidé à ce moment-là en fait de réévaluer tous leurs programmes scientifiques et techniques et bien sûr les programmes spatiaux de la Chine. Et c'est dans ce cadre-là que, par exemple, le vol habité, l'exploration planétaire ont été réévalués et à ce moment-là, on a décidé en fait des solutions à adopter et c'est vraiment une période très importante, très historique entre, on va dire, 86 et 92. Et à partir de 92, toutes les décisions sont prises. Les Chinois savent ils veulent aller et ils vont s'en donner les moyens. Et le premier exemple, c'est le programme de Habité Shenzhou, qui sera un crash programme réalisé entre la fin 92 et on va dire le début 97, quoi, puisque tout le matériel est prêt en 97. Voilà, voilà ce qu'on peut dire sur les lanceurs. Donc une vraie stratégie de longue date, et effectivement des lanceurs qui viennent de loin. Alors, on a évoqué les lanceurs. Il y a aussi une autre étape,
et c'est notamment l'objet de votre dernier ouvrage dont on mettra la couverture à l'écran. On parle des stations. Alors ça peut paraître un peu vintage maintenant parce que c'est vrai que tout le monde est tourné vers la Lune, vers Mars, vers l'exploration du deep space, mais il y a quand même des ambitions, des projets, des accomplissements. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement Non, sur ces stations spatiales? la station n'est pas du tout vintage, au contraire. En réalité, il faut considérer là, en fait l'exploration de la Lune comme l'émission frontière, euh, où on sera vraiment dans le domaine de l'exploration, dans des choses très pionnières, alors que on peut considérer maintenant que l'orbite basse va être offerte entre guillemets à des acteurs très différents euh, que ceux qu'on connaissait, c'est-à-dire les agences. Et je pense que ça n'échappera pas aussi à la Chine, puisque la Chine évoque l'exploitation commerciale en fait de l'orbite basse et des vols habités. On commence à en parler. Donc effectivement, la Chine souhaitait avoir sa propre station sur orbite basse avec, je pense, deux objectifs. D'une part, maîtriser en fait toutes les technologies du vol spatial habité, et puis préparer les étapes suivantes. C'est clair que aller directement vers la Lune, ça n'avait pas beaucoup de sens et il fallait un programme intermédiaire pour apprendre à tout faire en matière de vol habité autour de la Terre. C'est ce qui se passe avec les stations Tiangong et aujourd'hui la station modulaire et permanente Tiangong 3, qui est amenée à évoluer visiblement très rapidement. Les dernières dépêches qu'on a eues depuis le Bourget indiquent que la Chine va encore modifier sa station spatiale Est-ce que c'est une modification pour plus pour sophistiqué, l'agrandir. pour l'agrandir? Est-ce qu'il y a Pour des l'agrandir. ouvertures aussi qui sont prévues à des pays tiers? Quelle est la vision de la Chine justement Alors, par rapport à ces il partenariats? y a une Puisqu'il y a volonté. Artemis au Il y niveau a une occidental. volonté en fait de la Chine d'ouvrir sa station Tiangong 3 en fait à l'international et d'ailleurs il y a plus d'une dizaine d'expériences de pays européens qui sont prévus d'être embarqués à bord de cette station, mais il y a aussi un appel du pied important en fait de la Chine vers d'autres pays qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'entendre dans ce domaine. Hein. Je pense en particulier au Pakistan, l'Arabie Saoudite, voire la Turquie et d'autres. Euh, en réalité, il faut déjà voir ce qui se passe avec la Lune parce que effectivement, en face des accords Artemis que la NASA signe avec un certain nombre de pays en général occidentaux, eh bien, la Chine, pour sa station lunaire automatique, pour l'exploration de la Lune, et commence à signer aussi ce même genre de comment dire, pour le moment, ce sont des MOU, mémorandums. un peu, ouais. Et on voit par exemple la Malaisie être intéressée pour y aller, mais même des pays du sud-est asiatique. Enfin bon, il y a quelque chose le Pakistan aussi est intéressé pour rejoindre ce programme. Vous savez qu'il y a la Russie qui de toute manière a signé un acte de coopération avec la Chine sur la Lune. Et la Chine et la Russie devraient en fait réaliser une station lunaire automatique d'abord à la fin des années 2020, donc à la fin de cette décennie. Donc ça va être très rapide. Rapide, ouais. Et l'idée de la Chine ensuite, c'est eh bien à partir de cette station automatique, la visiter avec des taïkonautes. Et donc le programme de station orbitale autour de la Terre est très lié en fait à ces objectifs. Et puis les accords qui sont signés avec certains pays pour la Lune, eh bien on pourrait imaginer que ces pays-là soient d'abord présents à bord de Tiangong 3. Quoi. Et de toute manière, les Chinois ont souvent dit qu'ils feraient ce genre de vol commun, qu'ils embarqueraient en fait des étrangers à bord de leur vaisseau Shenzhou. D'abord Shenzhou, puis après probablement un autre très vite. Voilà quoi. Donc non, la station orbitale n'est pas tout à fait vintage. Et je pense que, au contraire, au vu du nombre de projets qui se développent déjà, que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Inde, non, l'orbite terrestre va être
colonisé entre guillemets par un certain nombre d'infrastructures qui sont en cours de développement. Et ça, c'est tout à fait, ça va être la grande nouveauté de la décennie qui vient, en plus de la Lune. C'est intéressant de voir cette stratégie d'abord d'émancipation, d'indépendance d'un pays, puis aller vers une technologie qui vous permet d'aller plus loin, d'abord l'orbite basse, l'orbite terrestre, et puis après la Lune. Si on va encore plus loin, quelles sont les ambitions? Ça, c'est ce qu'on appelle en fait la logique von Braun. Tous les pays, en fait, appliquent la logique von Braun, qui est une logique qui est implacable et qui se comprend très bien. C'est on commence par l'orbite basse, puis on visite la Lune et on s'installe sur la Lune, et puis ensuite on visite Mars, on s'installe sur Mars, et ainsi de suite. Évidemment, les Chinois sont exactement dans la même logique et toutes les autres puissances suivent cela. Donc, merci pour cette insiste, parce que du coup, si on suit cette logique-là pour la Chine, quels sont ses projets, quelles sont ses ambitions? Bien sûr. Alors, donc il y a l'orbite terrestre. Les Chinois vont maintenant y demeurer très longtemps. Il y a déjà des projets de très grandes stations pour faire suite à Tiangong 3. Donc des stations qui pourraient être davantage commerciales. Et puis la Chine ambitionne évidemment, comme on vient de le dire, d'aller sur la Lune et d'exploiter une station. Ça, il le répète depuis 20 ans. Et au fur et à mesure que le temps avance, les choses se précisent, à la fois dans les agendas, mais aussi dans la description des moyens qui pourraient être établis sur la Lune, avec une volonté de la Chine d'investir absolument toutes les régions de satellites naturels, et avec des moyens qui pourraient aujourd'hui nous paraître considérables, en tout cas tout à fait nouveaux. Et par exemple, je pense au réseau que les Chinois veulent mettre en constellation autour de la Lune, parce qu'ils ont déjà un satellite relais, mais ils considèrent que pour déposer les gens sur la Lune, et pour savoir ce qu'ils font, pour savoir où ils sont, eh bien, il faudra des satellites qui soient à la fois des moyens d'observation qui permettent en fait d'observer en permanence ce que les taïkonautes feront en surface, mais aussi évidemment de pouvoir communiquer avec eux, et puis d'offrir en fait aux équipages de la navigation lunaire. On se rappelle qu'il y avait certains astronautes d'Apollo, je pense que c'est Apollo 14, où les deux astronautes ont commencé à se perdre en fait sur la Lune, qui est parfois un terrain très très chaotique. Or, je pense que ce sera aussi le cas pour les Occidentaux. Il sera absolument pas question de déposer des gens si il n'existe pas en fait une infrastructure appropriée qui puisse leur donner le maximum de moyens en fait d'assistance, et de repérage, etc. Quoi. Eh bien, la Chine a pris le devant et a annoncé il y a quelques semaines qu'elle ferait une constellation de ce type pour assurer la présence de ces taïkonautes sur la Lune. Donc, vous voyez, il y a vraiment, on s'engage dans un programme à très long terme, mais qui n'est plus seulement de la visite. Alors, si les premières missions seront de courte visite, c'est-à-dire en 2029, puisque c'est la date qui a été annoncée par la Chine à 3 reprises depuis le début de l'année, et 2029, ce sera le 80e anniversaire de la création de la RPC, donc c'est une date importante, et je pense qu'ils se tiendront à cette date. Mais au-delà, c'est bien la constitution d'une base lunaire permanente qui est visée par Pékin et pour effectuer différents types de tâches. Alors, principalement au pôle sud, puisque ça pourrait être intéressant à cause de la glace qui est contenue au fond des cratères jamais éclairés par le soleil. Mais ces mêmes cratères sont positionnés de telle manière à ce que leurs sommets sont toujours, ou presque, éclairés par le soleil. Donc, vous voyez, il y aurait la présence d'eau, super intéressante pour le support vie des équipages, pour alimenter éventuellement en ergol des vaisseaux, mais aussi de l'énergie en abondance au sommet des cratères. Évidemment, les Américains visent aussi le pôle sud,
Donc, ça va être intéressant. Les années, là, les 7 années qui restent jusqu'en 2030 vont être absolument fantastiques. Et on revient dans ce qu'on a pu connaître à l'époque d'Apollo, mais dans un contexte un peu différent, dans une compétition qui ne dit pas son nom, mais qui en est quand même une. Et voilà ce qu'on peut dire sur la Lune et sur la Chine. Mais c'est vraiment le retour du space race vers son 21e siècle, mais C'est, finalement, la logique est la c'est, même. c'est le space race. Et alors, la seule chose, c'est que euh, aller sur la Lune est une chose, mais on l'a déjà fait. Donc, ça sera important pour les Chinois, en fait, de démontrer qu'ils pourront y aller aussi. Mais ils nous répètent à l'envi que vous y êtes passé, mais nous, on va rester. Ça, c'est ce qui est répété depuis 20 ans par les Chinois. On peut les croire, mais en réalité, s'ils voulaient vraiment, en fait, marquer l'opinion publique et marquer l'histoire, c'est pas la Lune, évidemment, c'est Mars. Si les Chinois étaient avant les Américains sur Mars, là, pour le coup, ça serait quelque chose de très marquant. Et ce qui est étonnant, c'est que le programme martien, qui était uniquement évoqué avec des sondes depuis quelques années, eh bien, maintenant, il parle ouvertement de faire du vol habité. C'est en février 2021 où on a présenté en fait au président Xi Jinping le lanceur CZ-9 et le directeur de l'agence spatiale chinoise a dit au président, ben, voyez, ça c'est la fusée du vol habité martien. Et ça, jamais la Chine n'en avait parlé. La même année, il y a eu plusieurs déclarations de responsables de l'astronautique en faveur de ce type de mission, avec même en fait une description préliminaire, bien sûr, mais qui est intéressante à noter, qui serait d'abord d'aller survoler la planète Mars. Ce serait déjà un exploit assez important. Ensuite, ce serait de se mettre en orbite autour de Mars avec un vaisseau interplanétaire, croiser près de Phobos, voire atterrir sur Phobos. Et puis finalement, la troisième étape serait l'atterrissage sur la planète rouge. Donc, les, les Chinois ont maintenant les moyens de pouvoir le réaliser. Je pense que si en plus ils s'approchent des Russes, ils pourraient bénéficier des 60 années de, de préparation Expertise. de vol habité par les Russes. Euh, Ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Et je me demande d'ailleurs si le deal entre la Chine et la Russie sur la Lune, il n'y a pas en arrière-plan en fait l'exploration de Mars. Alors il est difficile d'annoncer un agenda pour Mars. On s'est tous plantés pendant plusieurs décennies. Donc, je m'y risquerai pas trop. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'une fois que la Lune aura été conquise, entre guillemets, la Chine pourra se consacrer davantage à d'autres programmes comme celui de l'exploration de Mars. Mais c'est pas un programme pendant 100 ans. C'est l'échéance de 20-30 ans, quoi. Un Peut-être programme d'ailleurs riche. pour 2049 pour célébrer le centième Le centenaire. anniversaire de la RPC. Voilà. Un programme très riche avec beaucoup d'ambition et puis des surprises aussi parce qu'il est quand même très secret. Il y a toujours des surprises, toujours. Pour conclure cet entretien, j'ai envie de vous poser une question un petit peu plus, alors peut-être pas forcément polémique, mais pour mettre les choses en perspective. Quand on voit ce bouillonnement d'activités chinois, discret mais efficace, et puis qui choisit ces moments de communication, quels enseignements, nous, Européens, on peut tirer de ce programme chinois? C'est compliqué à part constater la dynamique forte qui existe, la volonté de faire émerger la Chine avec le spatial. Les Chinois disent maintenant qu'ils veulent être à l'avant-garde de l'humanité dans le système solaire. Donc, il y a, comme chez les Américains, mais aussi comme chez les Russes, c'est une vision civilisationnelle. Hein. La conquête de l'espace, c'est pas seulement des applications, des télécommunications, l'observation de la Terre, mais c'est vraiment une vision à très long terme et le rôle que doit jouer la civilisation de manière générale
euh, comme vecteur de progrès et de comment dire d'expansion en fait hors de la Terre. Donc c'est une vision qui est pas forcément partagée par tous en Europe. Et puis on n'a pas la même organisation. Nous sommes une somme d'États, donc très différente d'État fédéral américain ou de ce qui existe en Chine, c'est clair. Donc c'est plus compliqué et les visions sont différentes et pas partagées par tous en Europe. Donc c'est peut-être aussi le souci qu'on a pour aller de l'avant et lancer des programmes aussi ambitieux sur le plan en fait technologique euh, et puis je dirais civilisationnel aussi, ouais. Parce que la Chine insiste beaucoup dans ses exploits, dans ses réussites, pour associer en fait justement cette civilisation multimillénaire qu'est la Chine euh, à cette dynamique qu'elle veut maintenant faire porter très loin de la Terre. Bien Voilà. écoutez, sur cette réflexion un peu, on a essayé de prendre un peu de la hauteur là-dessus, mais je pense que c'est intéressant de voir ça parce que c'est un sujet dont on parle toujours un peu à demi-mot et pourtant c'est extrêmement important. Et puis vous avez utilisé un terme qui est assez peu courant finalement dans le spatial, qui est cette notion civilisationnelle, mais qui montre ô combien elle est fondatrice, notamment pour ce programme spatial. Complètement. L'espace ne peut pas passer uniquement par l'économie, bien sûr. Elle concerne le développement économique des nations modernes, c'est indéniable. L'espace est devenu très important pour l'économie ne peut plus s'en passer. Mais en même temps, euh, l'avenir des nations, les progrès humains, ça passe aussi par une certaine vision du monde et de ce vers quoi on veut faire progresser l'ensemble de l'humanité. Euh, et en Europe, les visions sont très partagées. Elles sont pas forcément toutes égales. Donc c'est un peu plus compliqué en fait de mettre tout le monde à l'unisson derrière le même type, enfin le même objectif. Ce qui est très différent bien sûr en Chine, aux États-Unis ou en Russie, qui sont des États constitués. Voilà. Philippe, C'est bon. un grand merci. Merci beaucoup pour ces quelques instants que vous avez consacrés. C'est toujours intéressant, comme je disais, d'échanger sur ces sujets-là. Je rappelle votre dernier ouvrage qui s'appelle Palais Céleste. On mettra la petite couverture à l'écran et puis un petit lien vers votre éditeur. Si naturellement il y a des questions de la part de vos lecteurs ou des auditeurs du podcast, je vous les transmettrai avec plaisir. Pas, bien sûr, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup il y a même des pans entiers en fait qui demeurent un peu mystérieux, mais qui parfois en fait se montrent un peu plus et méritent d'être évoqués. Voilà quoi. Et donc sachez que je continue évidemment à m'intéresser au sujet. Je suis dans la préparation de nouveaux ouvrages sur la Chine en particulier. Il y a tant à dire et puis peut-être que la prochaine fois ce sera plus sur de l'histoire parce que il y a des choses qui sont intéressantes à connaître pour justement peut-être mieux se positionner nous Européens par rapport à la sémantique chinoise, ce qu'elle est vraiment, d'où elle vient et les aspirations profondes de cet État pour aller dans le cosmos. Voilà. Écoutez, déjà, vous nous mettez l'eau à la bouche pour le prochain épisode. On a hâte de vous revoir. D'ici là, encore une fois, merci. Passez un très bel été. Merci à vous. Et à très bientôt. Bel été aussi. Au revoir. Au revoir, Philippe.